Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Depuis plus de 30 ans, nos sociétés ont pris l'habitude de se penser à la lumière de la mondialisation, cette dernière étant présentée comme le phénomène majeur de notre temps. Mais trop rarement on se questionne sur sa définition et sur son ampleur. Notre monde est-il aussi mondialisé qu'on le dit? L'État-providence s'est-il vraiment laissé engloutir par la mondialisation? Et quelles sociétés parviennent le mieux à s'en tirer dans le monde présent? Ces questions se posent encore plus aujourd'hui, plus d'un an après le début de la pandémie, alors que s'est imposé dans le débat public le thème de la démondialisation. Pour en parler, je reçois le politologue Stéphane Paquin qui a publié récemment La mondialisation, une maladie imaginaire aux presses de l'Université de Montréal. Stéphane Paquin, bonjour. Bonjour. Alors, la mondialisation, une maladie imaginaire. D'abord et avant tout, permettons-nous quelques définitions. Dès le début du livre, vous proposez une définition de la mondialisation. Comment la définissez-vous? Au début du livre, je prends la définition d'un des livres les plus cités, les plus vendus, qui est d'un éditorialiste au New York Times qui s'appelle Thomas Friedman. Il a publié un livre au début des années 2000 qui s'appelait « The World is Flat ». Et donc, la Terre est plate. Et son idée de la mondialisation, c'est qu'avec l'aplatissement du monde, et au début du livre, il explique les forces qui aplatissent le monde, on vit dans un monde où les frontières deviennent de plus en plus non pertinentes pour comprendre les enjeux de société. Donc, c'est un monde sans frontières, un monde où les frontières tendent à disparaître pour qu'on puisse comprendre le fonctionnement des sociétés dans lesquelles on vit. Ça, c'est la définition simple. Après ça, en fonction de nos affinités, certains vont parler de mondialisation financière, ils vont uniquement s'intéresser aux mouvements de capitaux, aux investissements étrangers. D'autres vont le faire au niveau commercial, les exportations, les importations, les produits made in China. D'autres vont le faire au niveau culturel, la mondialisation des imaginaires, la libre circulation des idées. D'autres vont s'intéresser aux religions, comment les religions se diffusent dans le monde. D'autres vont s'intéresser à l'immigration, comment les peuples bougent, les mouvements migratoires entre les pays circulent. Donc tout ça, c'est une façon très large de définir le phénomène qu'on appelle la mondialisation. Si je peux me permettre, les travaux sur la mondialisation, vous l'avez bien dit, ça date à peu près du début des années 90. Sur Google, il y a un outil de recherche qui s'appelle Ngram Viewer. Je vous suggère d'aller le regarder. Vous pouvez mettre le mot mondialisation, globalization ou peu importe dans quelle langue, choisir la période. Et là, vous allez voir le nombre de fois où le mot a été utilisé dans les publications numérisées par Google Scholar, et vous allez voir qu'à partir des années 90, il y a un décollage et c'est une courbe pratiquement exponentielle. Autrement dit, avant les années 90, le mot mondialisation était très rarement utilisé. À partir des années 90, ça devient le mot-clé du moment. Là, tout le monde va parler de la mondialisation. On ne compte plus le nombre de livres. Juste au Congrès des États-Unis, au début des années 90, il y avait une 50aine de livres qui avaient le mot mondialisation dans le résumé à la Bibliothèque du Congrès, qui est probablement une des bibliothèques les plus importantes au monde. Et 10 ans plus tard, on était rendu à 3500, ce qui montre à quel point il y a une augmentation de la littérature sur la mondialisation. Donc, vous avez raison, c'est un mouvement qui date des années 90. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que la mondialisation est un phénomène des années 90. C'est juste à partir de ce moment-là qu'on a commencé à utiliser le mot qui, lui, est intégré dans le Larousse à partir des années 1950. Alors, on parle de la mondialisation comme, donc, vous dites, de l'aplatissement des frontières. À tout le moins, c'est la première définition qu'on en propose. On peut dire que dans les années, donc fin 90, début 2000, il s'impose dans la recherche. On va parler de la déterritorialisation du monde, de la fin des frontières. Il y a tout le vocabulaire du métissage, de la mixité qui se développe. Donc, cette idée, effectivement, que les anciennes divisions ont tendance à se défaire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, au-delà des phénomènes bien réels que vous évoquez, est-ce qu'on peut dire que se développe aussi à cette époque, appelons ça une idéologie de la mondialisation? C'est-à-dire, au-delà des phénomènes, puis on reviendra sur certains d'entre eux, une idéologie de la mondialisation se développe. Donc, d'une certaine manière, on dit que c'est le sens de l'histoire, elle doit s'accomplir, elle doit se déployer. Et inversement, d'autres qui disent cette idéologie nous inquiète et il faut lui résister. Si on regarde dans la littérature, il y a deux types d'auteurs qui s'intéressent à la mondialisation, qui ont des
des conceptions complètement radicalement opposées de ce que c'est. Il y a les auteurs plutôt à droite, de centre-droite, les économistes surtout de tendance libérale, qui voient la mondialisation comme une chose positive. Le marché mondial croît, les entreprises prennent l'expansion sur les marchés internationaux, ça veut donc dire qu'une augmentation de la richesse collective, de la prospérité et de la liberté. Les gouvernements sont de moins en moins capables de modeler les sociétés. Et ça, pour une partie des gens, c'est un phénomène positif. C'est ces gens-là que Donald Trump appelait les globalistes, donc avec un discours très négatif. Thomas Friedman du New York Times fait partie des globalistes. On voit la mondialisation comme un phénomène positif, le libre-échange est positif, l'ouverture aux investissements étrangers, quelque chose de positif. De l'autre côté, à l'autre extrême du spectre, c'est les gens de tendance marxiste. Alors, ce qui est intéressant chez les marxistes, c'est qu'eux, ils ont théorisé la mondialisation depuis très longtemps. Si vous relisez le manifeste du Parti communiste de 1848, quand même, le monde qu'on décrit, c'est un monde mondialisé. On parle des entreprises qui perdent leur base nationale, qui sont liées au capital international. Bon, en fait, c'est la bourgeoisie. On parle de la nature expansive du capitalisme, des investissements étrangers, les grandes entreprises qui prennent possession des ressources naturelles un peu partout sur la planète. Alors, tout ça, c'est déjà dans l'imaginaire des marxistes et c'est une force à résister. Il faut être contre parce que c'est le pouvoir du grand capital, c'est le pouvoir de la bourgeoisie et donc les prolétaires doivent se réveiller et œuvrer contre cette mondialisation dite néolibérale. C'est à partir de ce moment-là qu'on accole le mot néolibéral à celui de mondialisation. Alors, je vous relance là-dessus, cela dit, parce que ça me semble majeur. Début des années 2000, la mondialisation s'idéologise, j'entends par là, c'est-à-dire on nous dit finalement tout passe par le filtre de la mondialisation. Il y a les trottoirs et la mondialisation, les nuages et la mondialisation, l'église du coin de la rue et la mondialisation. Mais quand on vous lit, vous semblez nous dire, alors, j'exagère dans ma formule, mais vous me direz dans quelle mesure j'exagère. Finalement, la mondialisation n'a pas eu lieu. Ou à tout le moins, on a exagéré ce phénomène dans la réalité des choses, dans la réalité des sociétés. Ouais. Finalement, la mondialisation est un phénomène bien moins important qu'on ne l'a suggéré. Donc, l'écart entre l'idéologie et la réalité, c'est considérable. Est-ce que je force votre pensée en disant la mondialisation n'a pas eu lieu, mais est-ce que ça dit un peu quelque chose de votre description? Ben, je pense que la mondialisation est en partie un phénomène réel qu'on peut voir, mesurer, toucher, sentir. Là. Il n'y a pas de doute qu'on peut voir un certain degré de mondialisation, mais ce qui est évident, c'est qu'on l'a exagéré, la mondialisation. Et je vais vous donner quelques chiffres pour qu'on comprenne. Quand on parle un des vecteurs de la mondialisation, c'est la communication. Quand on parle de communication internationale, on peut se poser la question, quelle est la part des appels que les gens font à l'extérieur de leur pays? Dans le monde. Si on compare tous les appels qui sont faits sur une base nationale et tous les appels qui traversent une frontière, donc un Canadien qui appelle aux États-Unis ou un Québécois qui appelle en Allemagne, quelle est la part? Incluant ce qui se fait par Internet. Donc, si vous faites un appel sur Zoom, sur Skype, ça compte. Est-ce que c'est 50% des appels, 1 sur 2, 80% des appels, 90%? Là, on serait mondialisé. Dans les faits, c'est 7% en 2017. Donc, ça veut dire que pour 93 appels que quelqu'un fait au Canada, ils vont en faire seulement 7 à l'extérieur du pays. Ce qui est très peu, en fait. On est très loin de l'imaginaire. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est qu'on exagère systématiquement les principaux indicateurs de la mondialisation. Un autre exemple, Facebook, théoriquement, Facebook, c'est un média social mondial. On pourrait avoir des amis de partout dans le monde. On pourrait avoir des amis en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Il n'y a pas de limite parce qu'il suffit de demander une demande d'amitié puis qu'elle soit acceptée. Alors, les gens de Facebook ont fait l'étude. Quelle est la part des amis Facebook à l'international pour des Américains? Alors, Facebook, c'est plus internationalisé que la communication, c'est 15%. Pas 50, pas 70, c'est 15. Et c'est beaucoup 15. Mais c'est pas aussi élevé qu'on le pense. Autre exemple, les multinationales. Est-ce que les multinationales sont 50% de l'économie mondiale, 70%? Quand on lit certains articles, quand on lit les médias, des fois, on a l'impression que les multinationales sont extraordinairement importantes. Si on regarde toute la production qui est faite dans le monde, la production d'une entreprise à l'extérieur de ses frontières compte seulement pour 9% de la production totale. Donc, 91% c'est national, 9% c'est mondial pour les grandes multinationales.
Si on prend les entreprises du Fortune 500 aux États-Unis, qui est l'indice des 500 plus grosses multinationales, la majorité des multinationales fait plus de chiffre d'affaires dans son pays d'origine qu'à l'extérieur de ses frontières. Il y a seulement 2% des employés des multinationales qui sont à l'extérieur de leur pays d'origine. 2%, pas 50%. Et il y a seulement 0,1% des entreprises dans le monde qui ont une succursale à l'extérieur de leur pays d'origine. Encore une fois, on a exagéré les multinationales comme phénomène global. Ça ne veut pas dire que les multinationales ne sont pas un phénomène important. Visiblement, elles le sont. Certaines multinationales dans le secteur bancaire, dans le secteur, par exemple, de l'aviation ou des voitures sont très mondialisées. Mais la plupart des autres entreprises ont très peu de chiffre d'affaires qui vont à l'extérieur de leur pays d'origine. Je pourrais multiplier les exemples sur le commerce, sur l'investissement. Bon, l'investissement. Quelle est la part des investissements que les entreprises font à l'extérieur du pays par rapport à ce qui se fait à l'intérieur d'un pays? Ben, les chiffres les plus récents nous disent que pour 90% des investissements se font dans un pays, puis 10% se font à l'extérieur du pays. Encore une fois, la proportion est que 10%, pas 50%, pas 70%. Et pour le commerce mondial, là, c'est un peu plus. Les chiffres de l'Organisation internationale du commerce nous disent que les exportations des pays dans le monde représentent 29% du PIB mondial. C'est beaucoup, 29%. C'est le chiffre qui est le plus élevé pour les indicateurs de la mondialisation. Mais attention, quand vous achetez un téléphone made in China, quelle est la part de la valeur du téléphone qui reste en Chine par rapport à ce qui va aller ailleurs dans le monde? Alors, c'est seulement 3,5% à peu près de la valeur du téléphone qui reste en Chine, à peu près 5 ou 6 $. Le reste, c'est des pièces et des composantes qui viennent de d'autres pays, comme des États-Unis, de la France, du Japon, de la Corée du Sud. Si on enlève, et ces pièces-là traversent plusieurs frontières avant de se rendre en Chine pour être réexportées, si on enlève les réexportations, donc les choses qui sont calculées 2 fois dans le commerce international, on tombe à 19%. Donc, le commerce international, excluant les réexportations, c'est 19%. Fait que 81% du commerce mondial est dans les pays, 19% à l'extérieur du pays. Ça vient complètement relativiser ce qu'on voit globalement comme étant les indicateurs clés de la mondialisation. C'est beaucoup moins intensif, extensif que ce que les gens pensent normalement. Puis, il y a un auteur suédois qui s'appelle Hans Rosling qui justement est un genre de rockstar des conférences. Il fait des TED Talks très reconnus partout dans le monde. Il s'est amusé à poser des sondages à des gens qui sont spécialisés sur la mondialisation, spécialisés sur ces questions-là. Il est arrivé à la conclusion que si on mettait des réponses dans un chapeau puis on demandait à un singe de piger au hasard les réponses, le singe aurait de meilleures chances d'avoir les meilleurs résultats que les économistes qui étudient ces questions. Autrement dit, c'est une façon de dire qu'on a généralement intégré les mythes de la mondialisation de telle façon à l'exagérer dans les faits. Alors, on en arrive à cette question qui me semble centrale. Vous l'abordez un peu au début en parlant de la nostalgie, mais comment expliquer alors ce grand écart entre d'un côté un discours qui laisse croire que la mondialisation est non seulement une nouvelle époque, mais presque un basculement anthropologique. Et de l'autre côté, les chiffres que vous nous donnez qui sont tout à fait convaincants, c'est-à-dire comment expliquez-vous à tout le moins cet écart dans la perception? Est-ce que c'est parce que vous limitez... Alors, je vous avance deux hypothèses. Parce que on a tendance à idéologiser exagérément les phénomènes sociaux, ou tout simplement parce que peut-être que les indicateurs que vous donnez pour la mondialisation sur les questions des politiques sociales, par exemple sur le commerce, sont convaincants. Si on intégrait d'autres données, par exemple les mouvements migratoires, par exemple le poids des règles internationales dans la définition des politiques nationales, par exemple la mutation démographique des sociétés occidentales qui manifestement est très réelle. Est-ce que si on intègre ces données supplémentaires-là, soudainement, est-ce que la mondialisation est plus réelle ou est-ce qu'à dernière instance, il faudrait encore la relativiser? Sur les mouvements migratoires, je crois que c'est la maison de sondage Gallup, je peux me tromper de maison de sondage, qui a fait un sondage dans une quinzaine de pays. En 2016, les résultats ont été republiés dans la revue britannique, le journal britannique The Guardian. Le sondeur posait la question, quel est selon vous le pourcentage de l'immigration dans votre pays? Et dans certains cas, le sondage a été repris par d'autres maisons d'édition, notamment au Canada et aux États-Unis. Là, on spécifiait même quel est le pourcentage de musulmans dans votre pays. Quand on posait les questions comme ça, il y avait une tendance très nette de la population à exagérer le pourcentage. Les gens estiment relativement mal, en fait. Aux États-Unis, il faut le diviser presque par 10 le chiffre que les Américains donnaient pour arriver au résultat réel. Donc, il y a une tendance à exagérer la mondialisation. Cela étant dit,
un autre chiffre, les Nations Unies nous disent qu'il y a seulement 3% de la population mondiale qui quitte son pays. Donc, c'est peu, 3%. Puis après, on estime que 90% des gens ne quitteront jamais leur pays de leur vie. Si on regarde les mouvements migratoires, il y a certains pays qui en concentrent beaucoup plus. L'Europe occidentale. Le sud de la frontière. Et puis, dans certains cas, ça donne des pourcentages très élevés parce qu'il y a une concentration dans les milieux urbains. Quand vous regardez Montréal, le pourcentage de non-natifs, là, c'est comme ça que Statistique Canada définit, on est à peu près à 22%. Mais à Toronto, on s'approche du 50%. Et si on intègre deuxième et troisième génération là-dedans, ça va. Et à Montréal, les anglophones ne sont pas des étrangers. Donc, le portrait multiculturel à Montréal est faussé par le chiffre de 22%. Dans la pratique, si on rajoute francophones, non francophones, immigrants, on a un portrait qui est vraiment très différent. Donc, ce qui est très important de la migration, c'est qu'il y a une très forte concentration, souvent dans les milieux urbains, et qui donne une ampleur complètement différente à ce phénomène. Sinon, j'ai manqué la deuxième partie de votre question. Alors, c'est sur la question du grand écart. Oui, comment j'explique les... Parce que vous nous dites, avec des chiffres tout à fait intéressants, tout à fait convaincants, eh bien, on a exagéré la description du phénomène. La vie est plus nationale qu'on ne le pense finalement. Mm-hmm. Les indicateurs de mondialisation sont réels, mais ils ne sont pas aussi élevés qu'on pourrait le croire. Pourtant, dans la population, à tout le moins dans appelons ça le sens commun de l'époque, la mondialisation serait beaucoup plus avancée. Donc, comment expliquez-vous cet écart entre ce que vous décrivez et les mythes de la mondialisation que vous évoquez aussi? Bien, déjà, il faut que je précise que je ne suis pas le seul à parler de mythes. Là, je ne veux pas m'attribuer un mérite. Il y a un chercheur américain qui s'appelle Guy Mawat qui a publié un livre il y a une dizaine d'années qui déjà... commençait à poser des questions, corréler en Grande-Bretagne. Là, il y en a plusieurs quand même. Puis moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est quand j'enseignais à mes étudiants de l'École nationale d'administration, mais aussi dans les cours que j'ai donnés en France pendant ma sabbatique il y a 2 ans, c'est qu'il y avait toujours une sorte de dissonance cognitive entre les chiffres que je leur donnais qui provenaient de grandes organisations internationales là, qui mesurent la mondialisation, comme l'OCDE, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, puis leur perception. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qui explique cet écart? Bon, première hypothèse, c'est que dans les années 90, quand on a commencé à parler de la mondialisation sérieusement, là, quand j'en parlais tout à l'heure, l'explosion des recherches sur la mondialisation, on s'est mis à formuler des hypothèses, mais on n'avait pas la durée pour les tester. Et donc, on a généralisé des hypothèses qui se sont avérées 30 ans plus tard, 25 ans plus tard, à être fausses. Donc, c'est des hypothèses non testées qui sont restées dans l'air du temps, qui n'ont jamais été scrupuleusement analysées par les chercheurs. Il y a un psychologue aussi qui s'appelle Kahneman, qui a gagné un prix Nobel d'économie, qui parle de l'heuristique de disponibilité. Bon, alors ça, c'est un mot sophistiqué qui signifie que quand quelque chose frappe l'imaginaire, vous avez plus tendance à vous en rappeler que la récurrence d'un phénomène statistique. Autrement dit, une délocalisation d'entreprise au Québec, qui est un phénomène réel, une entreprise étrangère qui vient fermer une usine au Québec ou... des bombardiers qui exportent sa production à l'étranger, ce sont des phénomènes qui frappent beaucoup plus l'imaginaire que l'augmentation du financement de l'État-providence année après année, par exemple. Ce qui fait qu'on a l'impression, on va généraliser des phénomènes exceptionnels et donc ça nous donne une fausse perception de la mondialisation. C'est pour ça qu'il faut toujours retourner aux chiffres, aller voir les bases de données pour comprendre la tendance. L'autre hypothèse vient de Steven Pinker de Harvard puis d'autres économistes qui nous dit qu'on a fondamentalement dans la vie, on a un biopessimisme. Le biopessimisme signifie que le mal est plus fort que le bien. On se rappelle plus d'avoir perdu $200 que d'avoir des augmentations de salaire régulières, par exemple. On a tendance à se souvenir plus souvent ou un commentaire négatif va laisser beaucoup plus de traces dans nos cerveaux que des encouragements nombreux et répétés. Là, on a notre façon de fonctionner comme ça. Et donc, on a un biopessimisme qui fait que quand on analyse la mondialisation, on a tendance à croire plus facilement le pessimisme. Ce pessimisme-là est accéléré ou accentué par... en partie les médias, parce que si c'est une bonne nouvelle, c'est pas une nouvelle. Donc, on verra pas souvent dans le journal de Montréal ou la presse, aucun avion est décollé. Tous les avions sont décollés sans problème à l'aéroport de Montréal aujourd'hui. Là, ce genre de nouvelles-là, ça fait pas une nouvelle. Mais quand il y a un avion qui a un problème, ça fait la une du téléjournal, puis on en parle pendant 3 jours. Puis là, les algorithmes accentuent le phénomène, c'est-à-dire que vous avez tendance à sélectionner des auteurs qui pensent comme vous, qui confirment votre billet. Puis le dernier point, ça, j'ai trouvé que c'était une étude intéressante. C'est une prof d'université à Harvard, dont le nom m'échappe pour le moment, mais qui a écrit un article qui s'appelle Left-Wing Pessimism en recherche. Alors, elle est Jennifer Hochschild. Elle est professeure en études africaines-américaines aux États-Unis, à Harvard, puis elle a découvert...
elle se questionnait pourquoi est-ce que le discours concernant les Africains-Américains aux États-Unis est si pessimiste alors que clairement il y a une progression notable de leurs conditions réelles d'existence aux États-Unis. Elle s'expliquait mal l'écart entre les deux. Et une de ces hypothèses, c'est le left-wing pessimism. C'est, si vous voulez publier de la recherche académique, vous devez être pessimiste. Vous avez plus de chances d'être rejeté si vous êtes optimiste que pessimiste. Si vous avez un ton pessimiste, vous avez plus de chances d'avoir une carrière, un avancement. Elle attribue ça beaucoup aux théories critiques en sciences sociales. Là, Puis quand vous êtes... Tu sais, moi, j'ai beaucoup lu d'auteurs qui ont développé des théories critiques. Très souvent, je trouve que c'est très stimulant. Je pense que la majorité des théories critiques sont insatisfaisantes, mais quand elles sont très bonnes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais le problème avec les théories critiques, c'est qu'on ne peut pas arriver à la conclusion après avoir analysé un problème que les choses vont mieux parce qu'on viendrait renier le fondement même des théories critiques. Parce que notre but, c'est d'émanciper la population, c'est de libérer des contraintes. Donc, il faut critiquer un système, on ne peut pas en faire l'apologie. À partir d'un arrière-fond normatif très exigeant. Très, très, très exigeant. Et donc, ce left-wing pessimism explique aussi pourquoi il est de bon ton d'avoir un discours extrêmement négatif sur la mondialisation parce que on peut, à partir de ce prisme-là, mieux se sentir. Globalement, on est mieux accepté socialement. Puis, je l'ai vécu un peu avec, comme vous disiez, le livre est sorti en mars. J'ai eu des critiques positives, mais j'ai aussi des critiques très violentes de gens d'extrême gauche, en fait, qui me reprochent de... En fait, ce qui est très intéressant, là, je ne vais pas les nommer pour ne pas les antagoniser davantage, mais l'idée de base, c'est que on me reproche de ne pas être pessimiste face à la mondialisation. On me reproche de ne pas comprendre. Tu sais, mais je dis des faits qui me semblent irréfutables dans le livre, mais j'aurais bien aimé que ces gens-là m'arrivent avec d'autres faits qui viennent invalider mes hypothèses. Ça, j'aurais trouvé ça extraordinaire. On aurait appris quelque chose. J'aurais pu réviser mes positions. Mais là, ça a été un discours idéologique, extrêmement violent. Puis, tu sais, je vais vous donner quelques chiffres que je mets dans le livre qui ne leur ont pas plu. Aucun pays dans le monde, aujourd'hui, a un taux de pauvreté infantile plus bas qu'il y a 50 ans. L'économiste Angus Deaton, qui a pris Nobel d'économie, nous dit « Cette situation est inimaginable sans la mondialisation de l'économie ». La Banque mondiale nous dit « En 1980, une personne sur deux dans le monde vivait dans l'extrême pauvreté. Ça veut dire qu'avec moins d'1,90$ par jour américain, aujourd'hui, on est moins de 10%. Ce qui est formidable, inimaginable sans la mondialisation. Là, la question qu'on se pose, nous, occidentaux, est-ce que cette réduction massive de la pauvreté dans les pays du Sud, puis ça s'explique beaucoup par la croissance de la Chine, est-ce que ça nous a affectés? Est-ce que ça signifie la mort de l'État-providence? Alors, j'ai regardé les chiffres du financement de l'État-providence. Le financement de l'État-providence, depuis 1960, les dépenses publiques ont augmenté de 206%. Donc, il n'y a pas de coupure de l'État-providence. Par rapport aux belles années des Trente Glorieuses. On a un État-providence plus généreux, mieux financé. Ou je peux vous donner un autre exemple, vous qui aimez l'histoire du Québec. Quand Jean Lesage a pris le pouvoir en 1960, son premier budget, j'arrondis, le premier budget du gouvernement du Québec, c'était de 600 millions de dollars. Si je le mets en dollars d'aujourd'hui, en calculant l'inflation, ça signifie 5 milliards de dollars. Le budget du Québec en 1960, en dollars d'aujourd'hui, c'est 5 milliards de dollars. Le dernier budget du gouvernement Legault, c'est 135 milliards de dollars. Il faut multiplier le budget de la Révolution tranquille par 23. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a réduit les dépenses publiques par rapport à la période des Trente Glorieuses? Non, on l'a incroyablement augmenté dans les faits. Et ça, c'est mal reconnu. Les pays de l'OCDE n'ont jamais eu d'État-providence aussi développé. Et c'est pour ça aussi que, contrairement à ce que bien des gens pensent, jamais les gouvernements n'ont récolté autant de taxes et d'impôts auprès de leurs citoyens. Justement, ça c'est une question qui accompagne une partie de la pensée conservatrice ou libertarienne dans les années 80. On dit Reagan, on dit Thatcher, on dit ils ont permis la régression. À gauche, on dit ils ont permis la régression de l'État. Et si on suit l'évolution des courants plus à droite, plusieurs d'entre eux disent mais c'est faux. À la rigueur, ils ont réalloué certaines ressources, ils ont redistribué certaines ressources dans l'État. À la rigueur, oui, on fait plus d'investissements militaires que d'autres. Et encore là, il y aurait des nuances à faire. Mais une partie, appelons ça de la droite intellectuelle, dit la révolution Reagan n'a pas eu lieu. La révolution Thatcher n'a pas eu lieu. À la rigueur, ça a augmenté moins vite, mais ça continue d'augmenter.
Finalement, est-ce qu'on veut dire que cette critique de droite de ce qu'on appelait la révolution néolibérale était finalement exacte, désenchantée sur ce coup-là? Ils s'en désolaient qu'elle n'ait pas eu lieu. Mais est-ce qu'on veut dire qu'ils avaient une forme de lucidité, peut-être parce qu'eux voyaient le monde à partir d'un autre axe, un autre prisme, un autre angle, mais est-ce qu'il y avait une forme de lucidité dans cette critique qu'ils adressaient, vue de droite, à Reagan, à Thatcher et ainsi de suite? Oui, bien, si vous regardez les dépenses publiques, c'est l'indicateur clé, puis après ça, on peut regarder les dépenses qui financent l'État-providence. Quand Margaret Thatcher est décédée, la revue d'Economist, qui est vue comme une revue internationale plutôt libérale, donc plutôt à droite, s'est désolée du fait que Margaret Thatcher n'a pas réussi à réduire la taille de l'État britannique. Pendant ces années au pouvoir, les dépenses publiques n'ont pas baissé de plus que d'1 point de pourcentage, ce qui est minime. Et quand on regarde les années Reagan, c'est le contraire. Il y a une augmentation massive des dépenses publiques, notamment par ses projets militaires. Ensuite, les années Clinton ont été un peu plus... en fait, si on regarde la plupart des pays de l'OCDE, il s'est passé quelque chose dans les années 90 où c'est vrai que de très nombreux pays ont diminué la croissance des dépenses. Là, les mots sont importants. Ils n'ont pas réduit les dépenses, ils ont diminué la croissance des dépenses. L'inflation des années 80 avait eu pour effet que les dépenses publiques avaient beaucoup augmenté. À partir des années 90, on a eu des politiques d'inflation plus faibles. Les dépenses publiques suivaient l'inflation légèrement au-dessus, ce qui fait que l'augmentation de la taille de l'État se poursuit globalement. Là, il y a des exceptions, mais de façon beaucoup plus modeste. Après la crise de 2008, vous vous en rappelez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des nouveaux programmes sociaux pour sortir de la crise. La plupart de ces programmes-là étaient temporaires, mais d'autres sont restés. Avec la pandémie, on a créé d'autres programmes sociaux. Certains sont temporaires, mais d'autres vont rester. Et quand vous regardez l'agenda public à Québec et à Ottawa, c'est des nouvelles dépenses sociales. François Legault, la Maison des aînés, le nombre de les lunettes pour les enfants, le nombre de mesures sociales qui s'additionnent depuis l'arrivée du gouvernement Legault sont très importantes. Et c'est encore la même chose à Ottawa. Alors, pour revenir à votre question, est-ce qu'il y a des pays qui ont réellement diminué les dépenses publiques puis coupé dans les dépenses sociales? Oui, mais c'est pas ceux qu'on croit. C'est les pays scandinaves surtout. C'est eux qui, au début des années 90, avaient des dépenses publiques et sociales tellement élevées qu'elles pensaient que pour s'ajuster à la mondialisation dont on commençait à parler, il fallait diminuer les dépenses publiques, diminuer les dépenses sociales pour revenir à un niveau soutenable. Et donc, eux, oui, si on prend le début des années 2000 et à peu près 2005, on a vu une réduction de 16, 18, 20% des dépenses publiques. Au Canada, on est à peu près à 12 ou 13. C'est les années Harris, c'est les années du déficit zéro, c'est les années Lucien Bouchard. Là. Donc, tout ça s'est additionné. Il y a une diminution, mais elle ne dure dans le temps qu'une dizaine d'années. Après ça, on revient au niveau antérieur, puis on les dépasse, puis on continue. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont des pays plus à gauche, qui ont réussi à diminuer, mais encore aujourd'hui, ce sont des pays qui taxent plus que les autres, qui ont des mesures sociales beaucoup plus généreuses que les autres, avec certains pays comme l'Italie et la France. Ce sont des pays qui ont des États-providence généreux, qui diminuent le plus les inégalités entre les riches et les pauvres et qui ont les taux de pauvreté les plus faibles des pays de l'OCDE. Nous reviendrons dans un instant sur la question centrale de la social-démocratie. Vous l'évoquez dans le livre, finalement, les pays sociodémocrates sont ceux qui s'en tirent le mieux dans la mondialisation. C'est une conclusion assez forte, une observation assez forte à tout le moins. Mais je ne peux m'empêcher de vous poser une question sur, justement, donc dans cet écart entre la réalité de l'État-providence qui s'est étendue, le discours qui prétend qu'il aurait régressé. Je vous poserai la question, mais presque en continuité avec ces gens qui se désolent du fait qu'il n'ait pas été déconstruit. Comment expliquez-vous le fait qu'il y a presque une forme de mouvement presque inéluctable, c'est peut-être pas le bon terme, mais que l'État-providence se soit déployé, quels que soient les gouvernements élus, quels que soient les partis qui étaient au pouvoir, finalement que Thatcher, Reagan et les autres, une fois en poste, n'ont pas été capables de faire ce qu'ils croyaient pouvoir faire, c'est-à-dire significativement engager une dynamique de décroissance de l'État-providence. Mm-hmm. C'est une bonne question. Dans les années 90, il y a effectivement eu beaucoup de questionnements sur l'avenir de l'État-providence. La plupart des gens étaient assez pessimistes. Puis, on s'est rendu compte que la population soutient les mesures d'État-providence. Si on parle d'un État-providence de façon abstraite, puis on dit que ça coûte cher, là, sûrement des gens sont d'accord. Mais quand on dit, OK, qu'est-ce que vous voulez qu'on coupe exactement pour diminuer l'État-providence? Au Québec, la seule politique efficace, ce serait de couper nos dépenses de santé, parce que c'est là que le gros de l'argent va.
Est-ce qu'on coupe dans les politiques de santé? Comment on le fait? Finalement, quand on se compare, nos soins de santé sur notre PIB sont moins chers qu'ailleurs. Donc, c'est difficile de penser qu'en adoptant un modèle étranger, comme par exemple le modèle américain, on ferait un gain. Nous, on dépense grosso modo 11% de notre PIB en santé. Les Américains sont presque à 19%, donc ce serait même une catastrophe d'adopter le modèle américain. Fait qu'on peut essayer de rendre le système plus efficace, plus performant, mais couper, ça devient difficile. Après ça, on se dit, la bureaucratie. C'est la bureaucratie. De bureaucratie. Oui, et là, on coupe, puis on a une crise sanitaire, puis on se rend compte que la santé publique est quasiment un zombie, puis on est dans une situation extrêmement difficile. Fait que donc, je pense qu'on a coupé parfois les coupes se faisaient aussi souvent de façon paramétrique, tout le monde coupe de 20%, et ça a créé des problèmes de réorganisation à un point tel qu'aujourd'hui, là, si on se relançait encore une fois dans une réforme du réseau de la santé, moi, je pense que la réforme qui a été faite dans le passé par le gouvernement Couillard était une catastrophe, une aberration si on compare avec les données scientifiques qui existent. Les données probantes nous indiquent que la décentralisation des systèmes est plus efficace que l'hypercentralisation. Mais je ne pense pas que le réseau de la santé est capable de prendre encore une fois une nouvelle réforme du système de santé après la précédente et la précédente et la précédente. Laissez les gens de la santé travailler. Mais donc, ensuite, on a développé des politiques sociales. Ça, les gens tendent à l'ignorer, ceux qui sont le plus à gauche. Mais dans les années 90, on a créé les garderies publiques du Québec. C'est un réseau qui coûte plusieurs milliards de dollars par année. Le vrai problème du réseau public des garderies publiques du Québec, c'est qu'il n'est pas assez généreux, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont laissés à l'extérieur du système. Et là, avec les années, on a découvert, je fais référence à des études de Pierre Fortin et Luc Godbout, que dans le fond, ce que ça a permis comme société, c'est que les femmes qui devaient décrocher typiquement du marché du travail pour s'occuper de leurs enfants et donc qui manquaient quelques promotions au travail, maintenant prennent les congés parentaux, les pères aussi de plus en plus. Les femmes retournent sur le marché du travail sans avoir perdu des possibilités d'avancement et elles paient plus d'impôts et de taxes et donc elles financent par leur accès sur le marché du travail les mesures sociales. Et là, c'est extraordinaire. Au Québec, pour les femmes de 25 à 35 ans, le taux d'emploi, donc le nombre de personnes qui ont réellement un emploi entre les hommes et les femmes est le même. C'est symétrique. C'est inédit dans l'histoire humaine. On a même dépassé la Suède pour dire à quel point on est extraordinaire. C'est des pays qui étaient bien en avance sur nous puisqu'ils avaient créé leur CPE au début des années 70. Donc, certaines mesures sociales s'ajoutent, s'autofinancent comme les CPE, mais aujourd'hui, on en veut plus. Et maintenant, le vieillissement de la population nous amène à la question des CHSLD. Ça a été un vrai traumatisme au début de la pandémie. Maintenant, on veut qu'on s'adresse à ce problème. On veut donc des réinvestissements. Encore une fois, des réinvestissements dans les milliards, plusieurs milliards. Les maisons des aînés, les soins à domicile, tout ça, ça demande encore plus d'investissements dans l'État-providence. Après ça, on ajoute la question des retraites. Il y a des gens qui ont des retraites au Québec, qui travaillent pour la fonction publique, qui sont professeurs d'université comme moi, très choyés. D'autres n'en ont pas ou pas assez, donc il faut comme rééquilibrer cette question-là. Encore une fois, tout ça pousse vers plus de social. Donc la vraie question, c'est comment peut-on se payer cet État-providence de plus en plus exigeant, cher, généreux, qui coûte aux contributeurs québécois, aux payeurs de taxes québécois de plus en plus, dans un contexte où la mondialisation existe. Elle n'est pas aussi grosse que ce que les gens disent, mais globalement, c'est un phénomène réel. Et donc, il faut en tenir compte. Pour revenir à la question, j'anticipe votre prochaine question. Les pays il y a plusieurs pays dans le monde qui ont des États-providence beaucoup plus généreux que les nôtres. Les pays scandinaves, pour les nommer, le Danemark, la Suède, la Finlande. Il y a d'autres pays aussi qui ont des États-providence plus généreux en termes de financement. La France, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas. Quand on regarde ces pays, globalement, mais je vais me limiter aux pays scandinaves, ce sont des pays qui ont 10 points de pourcentage de plus que nous d'État-providence, là, ça commence à faire beaucoup de différence. C'est vraiment énorme en termes de financement. Donc, ce sont des États qui taxent plus que nous, ce sont des États qui ont des politiques sociales beaucoup plus généreuses que nous. Ce sont des États qui ont des politiques pour lutter contre les changements climatiques qui sont beaucoup plus ambitieuses que celles qu'on a au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Et là, la question que je me suis posée, c'est est-ce que ces pays sont confrontés dans la mondialisation à des difficultés importantes. J'ai comparé leur performance économique et sociale avec des pays dits libéraux, États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, sur une période de 30 ans. J'arrive à la conclusion qu'au niveau des performances économiques, n'importe quel économiste qui sort avec un bac en économie dirait « ouais, les pays libéraux doivent mieux s'en sortir économiquement, mais moins bien socialement ».
mieux économiquement parce qu'il y a moins de taxation, donc ça permet à l'investisseur d'investir où il veut, de mieux allouer sa richesse pour la productivité de la société, le discours économique 101. Plus de liberté, plus d'inégalité. Tout ça est bon pour l'économie. Mais quand on compare la croissance économique, la richesse aussi des pays scandinaves par rapport aux pays dits libéraux, il y a un écart, mais qui est favorable aux partis sociodémocrates. Donc, ce sont des pays qui ont une croissance économique globalement légèrement supérieure aux pays libéraux, mais l'écart est honnêtement pas très important. Par contre, dans le domaine social, là, l'écart est extrêmement important. La participation des femmes sur le marché du travail est beaucoup plus élevée dans les pays scandinaves que dans les pays libéraux. La pauvreté est beaucoup plus faible. Les inégalités sociales de revenus, qui est un enjeu quand même socialement de plus en plus important, sont aussi beaucoup plus faibles. Et la pauvreté, pour revenir sur cet enjeu, c'est important parce que quand on compare la pauvreté aux États-Unis puis au Danemark, par exemple, on compare des choses complètement différentes. Si vous êtes un employé chez McDonald's à New York puis à Copenhague, à New York, vous allez faire 7,50 $. Vous n'avez pas d'assurance santé, vous n'avez pas de congé, vous n'avez pas de retraite. L'éducation est payante. Si vous êtes à Copenhague, avec les transferts sociaux, il n'y a pas de salaire minimum dans les pays scandinaves, là, c'est négocié par convention collective, mais avec les conventions collectives et les transferts sociaux du gouvernement, vous allez faire l'équivalent de 30 $ canadiens de l'heure. C'est quand même exceptionnellement élevé par rapport aux États-Unis. Mais en plus, vous allez avoir 4 semaines de vacances payées, vous allez avoir une retraite, des congés de maternité. Pour les gens dans votre situation, l'éducation est gratuite de la garderie jusqu'à l'université. Et donc, la mobilité sociale est bien meilleure. T'sais, on dit souvent aux États-Unis, c'est la société du self-made man, mais les chiffres de l'OCDE nous disent le contraire. Si vous voulez avoir une chance de progresser socialement dans l'échelle sociale, vaut mieux vivre à Copenhague qu'à New York ou à Chicago. Alors, vous nous dites qu'il y a une supériorité documentée de la social-démocratie scandinave, comme ça, aux pays libéraux anglo-saxons. Mm-hmm. Une question me vient à l'esprit, elle m'a toujours habité quand je voyais cette comparaison-là. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension qui va au-delà du modèle social dans ce que vous évoquez? C'est tout simplement que les sociétés scandinaves sont culturellement beaucoup plus cohérentes. On est devant des sociétés beaucoup moins éparpillées, des sociétés qui sont presque, j'allais dire, des familles de familles, des sociétés qui ont une densité identitaire beaucoup plus forte que les pays anglo-saxons. Donc, est-ce qu'on peut dire que la précondition de la social-démocratie dont vous nous parlez, c'est une forme de cohésion culturelle, peut-être fragilisée dans les sociétés qui sont les nôtres, fragilisée d'ailleurs, les mouvements populistes en Europe du Nord ont monté avec cette idée que, d'accord, l'État-providence, mais il faut le réserver aux nationaux parce que les populations nouvelles qui s'installent pour différentes raisons ne participent pas à la coopération sociale ou à la coopération culturelle. Donc, est-ce que la précondition de l'État-providence ou de la social-démocratie dont vous nous parlez, c'est pas un arrière-fond national qu'on ne théorise peut-être pas suffisamment dans les sciences sociales quand on vient le temps de comparer les modèles sociodémocrates et libéraux? Les pays scandinaves sont vraiment très différents sur cet aspect-là. Quand on regarde la Suède, par exemple, ils ont un taux de diversité sociale, donc notamment la part de l'immigration sur la population, qui est similaire à celle du Canada. Mais c'est augmenté très rapidement, c'est assez récent. Forte augmentation, et c'est une politique qui s'explique largement par l'intégration de réfugiés. La Suède a une longue tradition de neutralité dans les questions internationales, puis pour participer à la communauté internationale, elle accepte depuis au moins les années 70 l'accueil de réfugiés. Pour les réfugiés syriens, par exemple, on allait dans des chiffres qui dépassaient les 100 000 par année, alors que le Canada se vantait des 25 000 par année. Alors, la Suède est 3 fois moins peuplée que le Canada. Donc, par habitant, c'est beaucoup. Et là, ça crée un ressac politique, effectivement, où après la dernière élection, on a dû attendre 4 mois avant la formation d'un gouvernement, notamment à cause de la question difficile de l'intégration des immigrants. Le Danemark a une réponse encore plus radicale. Eux, c'est une fermeture de l'immigration et même un retour des réfugiés en Syrie en disant que, dans le fond, la situation de la Syrie s'est suffisamment améliorée pour qu'on puisse les retourner dans leur pays d'origine. Et ils ont des politiques qui font en sorte que, par exemple, dans les quartiers dits plutôt de réfugiés ou d'immigrants, il ne peut pas y avoir plus que 30% d'étrangers ou de non-natifs dans ces quartiers. On veut favoriser l'intégration sociale. Donc, c'est sûr qu'il y a une relation avec l'immigration qui est extrêmement fragile et il y a une montée des partis populistes dans tous les pays scandinaves. Certains ont même participé aux coalitions gouvernementales. Puis le fondement du lien qui explique la croissance des populistes, c'est beaucoup le discours anti-immigration. Il y a ça. Est-ce que cette situation-là explique pourquoi ils ont une croissance économique bien meilleure avec des politiques sociales plus généreuses? C'est un peu différent parce que leur modèle
vient du fait aussi que ce sont des petites sociétés. C'est la vertu des petites sociétés. Je précise ma question pour ne pas être mal compris. Vous parlez justement des petites sociétés. J'entends petites sociétés au-delà même de la question de l'immigration récente, la mutation démographique dont nous sommes contemporains. Je veux dire, justement, je parlais de petites sociétés cohérentes, des sociétés culturellement très presque compactes, je vais le dire, à la différence des pays anglo-saxons qui sont davantage dans l'individualisme et ainsi de suite. Donc, petites sociétés, et j'ajoute un facteur de cohérence, donc comme si le bien commun recherché présupposait un commun culturel qui, lui, n'est pas une construction politique seulement, mais le fruit d'une longue histoire dans une société cohérente. C'est en gros, les élites dans les pays scandinaves se connaissent, se côtoient, se parlent, et typiquement, là, c'est peut-être une exagération, mais dès qu'il y a un programme ou une réforme d'importance qui doit être menée, les représentants des plus grosses centrales syndicales vont se concerter avec les représentants des plus grands employeurs, donc le patronat, avec des partenaires sociaux. On cherche à arriver à un consensus. Une fois qu'on a un consensus, on le propose au gouvernement. Le gouvernement va l'ajuster selon les recommandations des fonctionnaires et des experts, puis ensuite, on va adopter la politique. Donc, on cherche à structurer la politique autour des partenaires sociaux et de la discussion. Et un des facteurs fondamentaux à comprendre dans les pays scandinaves, c'est que le taux de syndicalisation est à 70%. Même les cadres sont syndiqués. Et le taux d'application des conventions collectives, là, c'est au-dessus du 90%. Et donc, les centrales syndicales ne sont pas comme dans certains pays, comme par exemple la France, où le taux de syndicalisation est à 9%, des gens des extrêmes très radicalisés qui se mobilisent sur des idéologies souvent d'extrême gauche ou marxistes. Les centrales syndicales scandinaves, le point commun de leurs membres, c'est l'idée qu'il faut créer de la croissance, créer de l'emploi, s'assurer que la Suède est productive pour exporter. Et en compensation, un État-providence généreux pour récompenser la population d'avoir fait ses sacrifices puis d'avoir travaillé fort. Donc, il y a cette culture de il faut faire en sorte que la Suède soit riche, productive, meilleure, etc. Ça, c'est très, très présent. Et d'ailleurs, dans les sondages, quand on demande aux Suédois, est-ce que vous achèteriez un produit made in Sweden plutôt qu'un produit made in Germany, par exemple? Les Suédois choisissent le made in Sweden bien avant. Pour eux, c'est un gage de qualité de sérieux. Et je ne suis pas certain qu'au Québec, on a un taux aussi élevé de confiance dans nos capacités de production manufacturière, par exemple. Alors, on arrive au temps de la dernière question, justement. Je vous ramène au Québec pour cette dernière question. Le Québec, en Amérique du Nord, passe pour la société la plus social-démocrate. Mm-hmm. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, est-ce que le modèle social-démocrate québécois performe bien? Oui, les chiffres nous disent que oui. Alors ça, évidemment, je suis très conscient qu'il y a des partis politiques qui vont être déçus de ma réponse, mais qu'est-ce que c'est le modèle québécois dont on parle tout le temps? Le modèle québécois, c'est une sorte de néocorporatisme à la scandinave, mais très relâché, donc beaucoup moins institutionnalisé, où il y a beaucoup de discussions entre la société civile et le gouvernement pour définir des politiques sociales. Le Québec, c'est un État-providence beaucoup plus généreux que ce qu'on trouve ailleurs. Si vous comparez les chiffres du financement d'État-providence québécois, au Québec, les dépenses sociales équivalent au niveau de l'Allemagne, alors que le Canada anglophone, le Canada hors Québec, est en dessous du niveau des États-Unis. Pour vous donner un exemple de l'écart qui se creuse, l'essentiel de l'écart s'est créé depuis les années 90, où nous, on va de plus en plus vers le social, alors que le Canada va de moins en moins vers le social. Peut-être que Trudeau va amorcer un changement, mais il est trop tôt pour le dire. Et donc, un État-providence plus généreux, moins d'inégalités sociales, moins de pauvreté qu'ailleurs. C'est clair, ça c'est très, très clair. Taux de participation des femmes sur le marché du travail qui est exceptionnellement élevé. Et le dernier aspect du modèle québécois, c'est que l'essentiel du secteur financier au Québec n'est pas lié au secteur privé. Les plus gros joueurs du secteur financier, c'est la Caisse de dépôt, le Mouvement des Jardins, les fonds syndicaux, et ensuite, on va rajouter la Banque nationale. Puis, est-ce que la Banque Laurentienne est toujours une institution québécoise? La question est posée, là. Mais grosso modo, les gros joueurs du secteur financier au Québec ne sont pas des banques privées ou des banques à charte comme on a au Canada, anglais ou aux États-Unis. Donc, il y a vraiment un modèle politique sociale, discussion entre les partenaires sociaux et un modèle financier non typique qui fait que le Québec est vraiment unique en Amérique du Nord. Sur ces paroles réconfortantes pour la différence québécoise, Stéphane Paquin, je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées mènent le monde. Je rappelle le titre de votre livre, La mondialisation, une maladie imaginaire, aux presses de l'Université de Montréal. Stéphane Paquin, merci. Merci. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire.
C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.